La pluie battait sans relâche contre les vitres de la vieille maison à Cocody, ce quartier bourgeois d'Abidjan où les villas cossues se cachaient derrière des murs couverts de bougainvilliers. C'était la saison des pluies, cette période de l'année où le ciel semblait déverser toute sa colère sur la terre ivoirienne, transformant les rues en rivières boueuses et les jardins en marécages. Adeline Déhéry se tenait devant la fenêtre du salon, les bras croisés, observant les gouttes qui ruisselaient comme des larmes infinies. À 25 ans, elle était d'une beauté saisissante. Une peau d'ébène lisse, des yeux en amande qui pétillaient d'intelligence, et une silhouette élancée qui attirait les regards partout où elle allait. Instruite, diplômée en gestion des entreprises de l'université Félix Houphouët-Boigny, elle rêvait d'un avenir brillant, mais la réalité la rattrapait comme une ombre tenace. La maison, héritée de son père Henri Déhéry, était un havre de souvenirs. Construite dans les années 80, elle arborait un style colonial revisité avec des balcons en fer forgé et un toit en tuiles rouges. À l'intérieur, les meubles en bois d'acajou poli rappelaient l'opulence passée. Henri avait été un homme respecté, un pilier de la société ivoirienne. Né dans un village du centre du pays, il avait gravi les échelons grâce à son ingéniosité. Propriétaire d'une plantation de cacao à Daloa, il avait transformé une petite exploitation familiale en une entreprise florissante, exportant des fèves de qualité premium vers l'Europe. Tout le monde le connaissait comme « Papa Henri », un modèle de droiture et de générosité. Il siégeait au conseil des sages de son village natal, conseillait les jeunes entrepreneurs et organisait des fêtes grandioses lors des récoltes, où l'atiéké coulait à flot et la musique zouglou faisait danser jusqu'au lever du soleil. Mais Henri était parti trop tôt, il y a 3 ans, dans un accident de voiture sur la route d'Abidjan à Yamoussoukro. Officiellement, c'était un dérapage dû à la pluie, mais les rumeurs circulaient dans les maquis d'Abidjan. Un empoisonnement rituel orchestré par un rival en affaires, jaloux de son succès dans le cacao. Adeline n'y croyait pas vraiment, mais ces murmures la hantaient parfois la nuit. Sa mère, Sophie Yao, une femme d'une 60aine d'années au visage marqué par les épreuves, refusait d'en parler. « Ton père est au ciel avec les ancêtres, ma fille. Ne remue pas la boue, disait-elle souvent, en versant une libation d'huile de palme sur le sol pour apaiser les esprits. Adeline soupira et se dirigea vers la cuisine, où Sophie préparait un plat de foutou banane, l'odeur épicée du poisson fumé emplissant l'air humide. Sophie, avec ses cheveux grisonnants tressés en nattes serrées et son pagne wax coloré, incarnait la résilience des femmes ivoiriennes. Veuve, elle gérait seule les affaires restantes de l'entreprise familiale, mais les temps étaient durs. Les prix du cacao avaient chuté sur les marchés internationaux, et les dettes s'accumulaient comme des nuages d'orage. « Adeline, viens m'aider à piler le manioc », lança Sophie d'une voix ferme, mais fatiguée. Assise sur un tabouret bas, Adeline entreprit de piler avec un pilon en bois, ses pensées vagabondant vers Julien Quadio, son petit ami depuis l'université. Ils s'étaient rencontrés lors d'un atelier sur l'informatique à l'université, où Julien, un jeune homme aux dreadlocks soignés et au sourire contagieux, suivait une formation en programmation. Sans emploi stable pour l'instant, il vivait de petits contrats freelance, codant des sites web pour des commerçants du marché d'Adjamé. Leur amour avait été passionné au début. Des promenades le long du lagoon débrayé, des soirées à danser au rythme du coupé-décalé dans les boîtes de nuit de Trècheville. Julien l'aimait profondément, mais son affection virait parfois à la possessivité. « Tu es à moi, Adeline. Personne d'autre ne te mérite », lui disait-il souvent, ses yeux brillant d'une intensité qui la flattait autant qu'elle l'inquiétait. « Ma fille, tu rêves encore de ce Julien ?» demanda Sophie en remuant la sauce graine dans une marmite en terre cuite. Adeline rougit légèrement. « Maman, il est en formation. Bientôt, il aura un bon boulot chez une grande entreprise comme Orange ou MTN. » Sophie secoua la tête, ses boucles d'oreilles en or tintant. « L'amour ne remplit pas l'assiette, Adeline. Ton père, que Dieu ait son âme, nous a laissé des biens, mais il s'épuise. L'entreprise de cacao est en faillite. Les acheteurs européens préfèrent le Ghana maintenant. Nous vivons sur les économies, mais ça ne durera pas éternellement. » Adeline posa le pilon, le cœur serré. Elle savait que c'était vrai. Les factures s'empilaient sur la table du salon, et les appels des créanciers résonnaient comme des tambours de guerre. Pour ajouter à l'angoisse, elle avait récemment découvert quelque chose d'étrange en fouillant dans les affaires de son père. C'était un vieux journal intime, caché au fond d'un tiroir dans le bureau d'Henri. Jauni par le temps, il contenait des entrées manuscrites datant de plusieurs années. Une page en particulier l'avait intriguée. « Aujourd'hui, j'ai croisé ce jeune Quadio chez mon rival, Brou. Il travaille comme apprenti là-bas. Méfiance, Brou cherche à saboter mes plantations. Gardez un œil sur ce garçon si Adeline le fréquente un jour. » Adeline avait refermé le journal en tremblant. Julien chez un rival d'Henri? Était-ce une coïncidence? Elle n'avait pas osé en parler à quiconque,
pas même à Julien, de peur de briser leur relation fragile. Un flashback la submergea soudain. C'était il y a 4 ans, lors d'une réunion familiale élargie dans la cour de la maison. Henri, assis sur son fauteuil en rotin, entouré de tantes et d'oncles venus du village, avait tenu un discours solennel. « Mes enfants, la vie est comme une plantation de cacao. Il faut semer les bonnes graines pour récolter le fruit. Évitez les mauvais choix, ceux qui mènent à la ruine. L'argent facile, les alliances douteuses. J'ai vu des hommes tomber pour ça. » Ses yeux s'étaient posés sur Adéline, comme s'ils pressentaient l'avenir. « Protège ton cœur, ma fille. Un homme doit être un pilier, pas une ombre. » La famille avait applaudi, levant des verres de Bangui, le vin de palme local, mais Adéline avait senti un frisson. À l'époque, elle venait de rencontrer Julien, et les mots de son père résonnaient comme un avertissement. De retour au présent, la pluie redoubla d'intensité, frappant le toit comme des applaudissements ironiques. Sophie s'assit en face d'Adéline, son visage ridé trahissant l'inquiétude. « Écoute-moi bien, ma chérie. Nous n'avons plus le choix. La maison, c'est notre dernier bien. Ton oncle Kofi, du village, m'a conseillé de la vendre. Avec l'argent, on pourrait relancer une petite affaire, peut-être un commerce d'attiéké au marché de Cocody. Mais il faut que tu penses à ton avenir. Un homme riche, capable de nous soutenir. Pas un rêveur comme Julien. » Adéline sentit une boule se former dans sa gorge. Vendre la maison, c'était comme arracher les racines de leur famille. Les souvenirs d'Henri imprégnaient chaque mur, les rires des fêtes de Noël, les discussions tardives sur l'avenir de la Côte d'Ivoire post-crise. « Maman, non. Pas la maison. Papa l'a construite pour nous. » Sophie posa une main tremblante sur celle de sa fille. « La vie n'est pas un conte de fées, Adéline. Les ancêtres nous guident, mais nous devons survivre. Pense à ça. » Le tonnerre gronda au loin, comme un écho aux tourments intérieurs d'Adéline. Elle se leva, les yeux embués, et se réfugia dans sa chambre. Allongée sur son lit, elle fixa le plafond, où une fissure serpentait comme une veine brisée. Julien l'appela à cet instant, son nom s'affichant sur l'écran de son téléphone. Elle hésita, puis décrocha. « Allô, ma belle ? Tu me manques. » Sa voix était chaude, mais Adéline sentit une pointe d'anxiété. « Moi aussi, Julien. Mais, les choses sont compliquées. » Elle ne dit rien du journal, ni de la maison. Pas encore. La nuit tombait sur Abidjan, enveloppant la ville dans un voile de mystère, et Adéline se demanda si les ombres du passé allaient bientôt rattraper son présent. Les jours suivants, la pluie ne cessa pas vraiment. Elle s'installa comme une vieille habitude sur Abidjan, transformant les trottoirs de Cocody en miroirs liquides où se reflétaient les phares des Gbaka et les néons des maquis. Adéline passait ses journées à aider sa mère dans les petites tâches domestiques, mais son esprit vagabondait ailleurs. Julien l'avait appelée tous les soirs depuis leur dernière conversation, sa voix douce au téléphone contrastant avec les messages écrits plus secs qu'il envoyait parfois. « Où es-tu ? Avec qui ?» Elle répondait toujours avec patience, mais une fatigue s'installait en elle, comme un poids invisible sur les épaules. Ce samedi matin, Sophie Yao avait décidé de parler sans détour. Elles étaient assises dans la véranda, sous le toit en tôle qui tambourinait doucement. Devant elle, une tasse de café noir fumant et un plat d'aloko bien croustillant, préparé avec les dernières bananes plantains du marché. Sophie portait son pagne préféré, un tissu wax vert et or qui rappelait les forêts du centre du pays. Elle regarda sa fille droit dans les yeux. « Adéline, ma fille, écoute-moi bien. Ton père, que son âme repose en paix, nous a laissé une belle maison, mais pas une fontaine d'argent. Les dettes de l'entreprise de cacao montent comme la marée à Grand Laou. L'oncle Kofi m'a appelé hier soir depuis le village. Il dit que si on ne vend pas bientôt, les créanciers vont saisir jusqu'aux meubles. Et toi, tu es jeune, belle, instruite. Tu peux encore choisir un chemin qui nous sauve toutes les deux. » Adéline sentit son estomac se nouer. Elle connaissait la suite. « Maman, je t'en prie. Ne recommence pas avec ça. » « Si, je recommence. Parce que c'est la réalité. Julien est un bon garçon, peut-être, mais il n'a rien. Pas de travail fixe, pas de terrain, pas même un projet solide. Il code des sites pour des boutiquiers d'Adjamé, et après, tu vas vivre comment? De promesses? Les proverbes disent vrai, l'amour ne met pas le garbat dans l'assiette. Il faut un homme capable de porter la famille, pas un qui attend que la famille le porte. » Sophie marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse, presque suppliante. « Il y a le fils de Madame Akissi, celui qui travaille à la société ivoirienne de raffinage. Il est venu à la messe dimanche dernier, il a demandé de tes nouvelles. Ou encore ce jeune cadre de la banque à Plateau. Ils ont de quoi nous aider. »
La maison ne se vendra pas en un jour, mais si tu te maries bien, on pourra attendre, respirer un peu. Adeline posa sa tasse, si fort que le café déborda. Maman, Julien m'aime. Vraiment. Et moi aussi. Ce n'est pas juste une histoire d'argent. L'amour sans argent, c'est comme le fufu sans sauce. Ça remplit l'estomac, mais ça ne nourrit pas. Regarde autour de toi, Adeline. Les filles qui ont choisi l'amour pauvre finissent à vendre du tissu au marché ou à laver le linge des autres. Je ne veux pas ça pour toi. Le silence s'installa, seulement troublé par le cri d'un coq lointain et le bruit des moteurs sur le boulevard. Adeline se leva, les larmes aux yeux, et sortit dans la cour. Elle avait besoin d'air. Elle envoya un message à Camille Aka, sa meilleure amie depuis le lycée. « Viens, j'étouffe. On va au maquis ce soir ?» Camille répondit presque immédiatement. « Oui, ma chérie. Zone 4, 20h. On va danser jusqu'à oublier. » Le soir venu, Adeline se prépara en silence. Elle choisit une robe moulante rouge, ses boucles d'oreilles en perles et un maquillage discret qui mettait en valeur ses yeux. Julien l'appela alors qu'elle attachait ses sandales. « Tu sors ou comme ça ?» Sa voix était tendue. « Avec Camille. Juste un verre, Julien. Je rentre tôt. Tu m'emballes, Adeline. Je sens quand tu me caches quelque chose. » Elle soupira. « Arrête. Tu deviens parano. Je t'aime, mais j'ai besoin de respirer. » Il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil. Puis, « Ok. Mais ne laisse personne t'approcher. Tu es à moi, tu le sais. » Adeline raccrocha, le cœur serré. Elle rejoignit Camille au maquis, le palmier d'argent, à zone 4. L'endroit était bondé, des tables en bois sous des guirlandes multicolores, l'odeur de grillades et de bière flag, et le son puissant du zouglou qui faisait vibrer les murs. Magic System passait en boucle, et les danseurs se déhanchaient avec une énergie contagieuse. Camille, vêtue d'un haut cropped et d'un jean slim, l'embrassa sur les deux joues. « Tu as une tête de enterrement, ma fille. Qu'est-ce qui se passe encore ?» Adeline commanda 2 flaques bien fraîches et raconta tout. Les pressions de Sophie, les dettes, la menace de vendre la maison, les reproches incessants de Julien. Camille écouta en hochant la tête. « Ta mère a raison sur un point, l'argent compte. Mais Julien, il est trop collant, Adeline. Hier, il m'a envoyé un message pour me demander où tu étais. Il m'espionne, moi aussi. C'est pas normal. Il a peur de me perdre, c'est tout. Peur ou possession. Il y a une différence. » Elles burent, dansèrent un peu, mais le poids restait. Vers minuit, Adeline sortit prendre l'air sur le parking. La pluie avait repris, fine mais persistante. Elle alluma une cigarette, une habitude qu'elle avait prise depuis la mort de son père, et souffla la fumée vers le ciel noir. C'est alors qu'elle sentit un regard sur elle. À quelques mètres, sous un auvent, un homme l'observait. Grand, costume sombre malgré la chaleur, il tenait un téléphone à la main mais ne parlait pas. Leurs yeux se croisèrent un instant. Adeline détourna le regard, mal à l'aise. Quand elle releva la tête, il avait disparu. De retour à l'intérieur, elle raconta à Camille. Un type bizarre me fixait. Camille haussa les épaules. Ici, les hommes regardent toujours les jolies filles. Oublie. Mais Adeline ne pouvait pas oublier. En rentrant chez elle en taxi sous la pluie battante, elle reçut un message de Julien. Une photo d'elle prise de loin, au maquis, avec la légende « Tu disais que tu rentrais tôt ». Son cœur s'emballa. Il l'avait suivie, ou quelqu'un l'avait photographiée pour lui. Elle répondit « Arrête, Julien. Tu me fais peur. » Pas de réponse. Seulement 3 points de suspension qui clignotaient, puis rien. À la maison, Sophie dormait déjà. Adeline se glissa dans sa chambre, alluma la petite lampe de chevet et sortit le journal de son père du tiroir secret. Elle relut la page sur « Ce jeune Quadio, chez Brou, le rival ». Les mots dansaient sous ses yeux, méfiance. Brou cherche à saboter mes plantations. Était-ce possible que Julien ait été impliqué, même de loin, dans les ennuis de l'entreprise? Ou était-ce seulement la jalousie d'un père protecteur? Elle referma le cahier, le rangea, et s'allongea. Mais le sommeil ne venait pas dehors, la pluie continuait de tomber, et dans sa tête, une question tournait en boucle. Jusqu'où irait Julien pour ne pas la perdre? Et surtout, jusqu'où irait-elle, elle, pour protéger ce qu'il restait de sa famille? Le lendemain matin, l'oncle Kofi arriva sans prévenir. Venu du village Angbaka, il portait un boubou traditionnel et un air grave. Il s'assit dans le salon avec Sophie et Adeline, et posa une enveloppe sur la table basse. Les papiers de la maison. Le notaire dit qu'on peut la vendre dans les 3 mois maximum avant que la banque ne prenne tout. Mais il y a autre chose.
Il marqua une pause, regarda Adeline. J'ai entendu des rumeurs à Daloa. Quelqu'un dit que l'accident de ton père n'était pas un accident. Et que le jeune homme que tu fréquentes, il connaissait Brou, le concurrent. Je ne dis pas que c'est lui, mais prudence, ma nièce. Les serpents se cachent parfois dans l'herbe la plus verte. Adeline sentit le sol se dérober sous elle. Julien, impliqué dans la mort de son père? C'était insensé. Pourtant, le doute s'insinuait, comme l'eau de pluie qui infiltrait les fissures du toit. La semaine suivante fut un tourbillon de silence lourd et de regards fuyants. Adeline évitait les appels prolongés de Julien. Elle répondait par de courts messages, prétextant la fatigue ou les courses avec sa mère. Sophie, sentant la tension, ne disait plus rien sur les mariages arrangés, mais son regard insistait, le temps pressait. L'oncle Kofi était reparti au village avec la promesse de revenir bientôt pour signer les papiers de la maison. Chaque soir, Adeline relisait en cachette le journal de son père, cherchant des indices sur ce jeune Quadio, mentionné chez Brou. Mais les lignes restaient floues, énigmatiques, comme un puzzle dont il manquait la moitié des pièces. Le vendredi arriva, chargé d'une humidité poisseuse. Camille envoya un message en fin d'après-midi, « Ce soir, on sort vraiment. Pas de discussion. Zone 4, le Black et White. Il y a un concert surprise de DJ Arafat. Tu viens, point final. » Adeline hésita. Julien lui avait déjà reproché d'être sortie la dernière fois. Mais quelque chose en elle criait au secours. Elle avait besoin d'oublier, ne serait-ce que pour quelques heures, les dettes, les pressions, les doutes. Elle se prépara avec soin. Une robe noire courte, dos nu, qui soulignait sa taille fine, des talons hauts et un rouge à lèvres carmin. Devant le miroir, elle se trouva belle, presque étrangère à elle-même. Sophie, occupée à plier du linge dans le salon, leva les yeux. « Tu sors encore ? Fais attention, ma fille. Abidjan la nuit, c'est beau, mais c'est dangereux. Je rentre tôt, maman. Promis. » Adeline prit un taxi Gbaka jusqu'à zone 4. Les rues étaient animées. Des vendeurs ambulants proposaient des brochettes grillées, des motos zigzagant entre les voitures, et partout l'odeur de poissons frits et de piment. Le Black et White était déjà plein à craquer quand elle arriva. Les basses du zouglou faisaient vibrer les murs, les lumières stroboscopiques balayaient la foule en éclats multicolores. Camille l'attendait près du bar, un cocktail à la main. Enfin, tiens, un mojito bien fort. Ce soir, on danse jusqu'à ce que les soucis tombent. Elles se frayèrent un chemin jusqu'à la piste. La musique de DJ Arafat explosait, dos à bado. Les corps se collaient, se déhanchaient, transpiraient ensemble dans une communion fiévreuse. Adeline ferma les yeux, laissa le rythme l'emporter. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vivante. C'est alors qu'elle le vit. Il était assis à une table VIP surélevée, entouré d'amis en costume chic et de bouteilles de champagne posées sur des seaux à glace. Grand, épaules larges, peau sombre et lisse, il portait une chemise blanche ouverte sur un torse musclé, une montre en or au poignet. Laurent Bamba. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais quelque chose en lui attirait irrésistiblement le regard. Il riait avec ses amis, levant son verre pour célébrer. Quand leurs yeux se croisèrent à travers la foule, le monde sembla ralentir. Les lumières, le bruit, la sueur, tout s'effaça. Il y avait seulement cet homme qui la regardait comme si elle était la seule personne dans la salle. Il se leva, descendit les marches de la zone VIP et fendit la foule sans effort. Adeline sentit son cœur cogner. Camille, qui avait remarqué la scène, murmura à son oreille, « Attention, ma chérie. Celui-là, il sent le gros portefeuille. » Il s'arrêta devant elle, un sourire doux mais assuré aux lèvres. « Excuse-moi de t'aborder comme ça, mais toute cette salle était sombre, pleine de bruit et d'ombre. Et puis tu es entrée. » Et soudain, c'était comme si le soleil se levait sur le lagoon et brillait. Une lumière impossible à ignorer. Une lumière qu'on admire, qu'on ne peut pas détourner les yeux. Sa voix était grave, chaude, avec un léger accent du Nord qui rendait chaque mot plus doux. Adeline rougit, troublée. « C'est poétique, » répondit-elle en souriant malgré elle. « Mais je ne suis pas le soleil. Juste une fille qui essaie de danser pour oublier. Alors dansons ensemble pour oublier. » Il lui tendit la main. Elle hésita une seconde, puis la prit. Ils rejoignirent la piste. Laurent dansait avec une aisance naturelle, sans forcer, ses mains effleurant à peine sa taille. Il ne cherchait pas à l'impressionner par des pas compliqués, il était simplement là, présent, attentif. Entre deux morceaux, il se pencha à son oreille. « Je m'appelle Laurent Bamba, ingénieur en génie civil. Ce soir, je fête la signature d'un gros contrat, la construction d'un nouveau pont sur le canal de Vridy.
Et toi? Adeline DRI. Adeline. Un prénom qui chante. Ils parlèrent longtemps, assis plus tard à une table un peu à l'écart. Il lui raconta ses chantiers, ses voyages à Dubaï et à Dakar pour des formations, son amour pour la Côte d'Ivoire qu'il voulait rendre plus belle, plus solide. Elle parla peu d'elle, mais assez pour qu'il comprenne. Une vie compliquée, une mère à charge, un père parti trop tôt. Il écoutait vraiment, sans l'interrompre, sans juger. Vers 2 heures du matin, la pluie recommença, plus forte. La foule se dispersa un peu. Laurent proposa. On sort prendre l'air. Ils se retrouvèrent sous l'auvent du club, la pluie tambourinant autour d'eux. L'air était chargé d'ozone et de parfums mélangés. Laurent sortit un mouchoir et essuya doucement une goutte sur la joue d'Adeline. « Tu es magnifique sous la pluie. » Elle rit, nerveuse. Puis, sans réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut doux, intense, comme une délivrance. Laurent répondit avec la même tendresse, ses mains encadrant son visage. Quand ils se séparèrent, il murmura. « Je ne sais pas ce qui t'arrive dans la vie, Adeline, mais ce soir, tu n'es pas seule. » Son téléphone vibra dans son sac. Elle l'ignora. C'était Julien, elle le savait. 3 appels manqués, un message. « Tu es où ? Réponds. » Elle rangea l'appareil, le cœur battant. Laurent lui tendit sa veste. « Je te ramène chez toi ? Ma voiture est garée pas loin. » Elle accepta. Dans la berline climatisée, ils roulèrent en silence, la radio diffusant du vieux Zouglou en sourdine. Devant la maison à Cocody, il se gara, éteignit le moteur. « Je peux te revoir ?» Adeline hésita. Julien, sa mère, les dettes, le journal de son père. Tout pesait sur elle. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle avait ressenti autre chose que de la peur ou de la culpabilité. « Oui. Donne-moi ton numéro. » Il nota le sien sur un bout de papier, le glissa dans sa main. Puis il se pencha et l'embrassa à nouveau, plus longuement cette fois. « Bonne nuit, lumière du lagoon. » Adeline descendit, courut sous la pluie jusqu'à la porte. Une fois à l'intérieur, elle s'adossa au mur, le souffle court. Sophie dormait. Le silence de la maison contrastait avec le tumulte de son cœur. Elle sortit son téléphone. 17 appels manqués de Julien. Un dernier message. Une photo d'elle, prise de loin, sous l'auvent du black et white, Laurent à ses côtés. Avec une seule ligne. Qui c'est, lui ? Adeline sentit un froid glacial l'envahir. Julien l'avait suivi. Ou il avait payé quelqu'un pour le faire. Le doute qu'avait semé l'oncle Kofi revint en force. Et si Julien cachait quelque chose de plus sombre ? Et si cette nuit, cette rencontre avec Laurent, n'était que le début d'une tempête qu'elle n'avait pas vue venir ? Elle éteignit son téléphone, se glissa dans sa chambre et s'allongea sans se déshabiller. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les rues d'Abidjan, mais pas les ombres qui s'allongeaient dans son cœur. Les jours qui suivirent cette nuit au black et white furent comme un rêve éveillé pour Adeline. Laurent l'avait appelée le lendemain matin, sa voix chaude et posée contrastant avec le chaos intérieur qu'elle vivait. Ils se revirent dès le mardi midi, dans une petite pâtisserie branchée du plateau, la pâtisserie du Soleil, un endroit où les effluves de pain au beurre et de café moulu se mêlaient aux conversations des cadres en costume. Laurent l'attendait à une table près de la vitre, un bouquet de roses rouges posé devant lui, pas trop ostentatoire, juste assez pour faire battre son cœur plus fort. « Pour la lumière qui a illuminé ma soirée », dit-il en souriant. Adeline rougit, s'assit. Ils parlèrent pendant des heures. Il lui raconta ses projets. Le pont sur le canal de Vridy n'était que le début. Il rêvait d'infrastructures qui relieraient les villages isolés, qui rendraient la Côte d'Ivoire plus forte. Elle lui parla un peu plus d'elle, de son diplôme, de ses rêves d'ouvrir un jour une école de gestion pour les jeunes filles du quartier, de la maison à Cocody qui pesait comme un fardeau. Elle évita soigneusement Julien. Laurent ne posait pas de questions indiscrètes. Il écoutait, hochait la tête, posait sa main sur la sienne quand elle baissait les yeux. « Tu portes beaucoup sur tes épaules, Adeline. Laisse-moi t'aider à porter un peu. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis la mort de son père, quelqu'un la regardait non comme une charge ou une proie, mais comme une femme entière. Ils se revirent presque tous les jours suivants. Un dîner au restaurant Le Quai d'Abidjan, face aux lagunes scintillantes. Une balade en voiture jusqu'à Grand-Bassam, où ils marchèrent pieds nus sur la plage, le vent salé emmêlant leurs cheveux. Une soirée cinéma dans un multiplex du Deux Plateaux, où leurs doigts s'entrelacèrent dans le noir. Chaque rendez-vous renforçait ce qui naissait entre eux. Une tendresse mêlée d'attirance physique, une complicité qui grandissait sans hâte. Laurent était patient, respectueux. Il ne la pressait pas. Il la faisait rire avec des anecdotes de chantier.
Comme cette fois où une grue s'était coincée sous un orage et où toute l'équipe avait fini à danser sous la pluie pour se réchauffer. Pendant ce temps, Julien sombrait. Il appelait Adeline 10 fois par jour, envoyait des messages qui passaient de la supplication à la menace voilée. « Tu me manques ?» Puis « Tu crois que je vais te laisser partir comme ça ?» Puis des silences radio qui duraient des heures avant de reprendre plus agressifs. Adeline répondait de moins en moins. Elle se sentait coupable, mais aussi libérée. Julien avait toujours été là, mais son amour ressemblait de plus en plus à une cage. Un après-midi de fin de semaine, alors que la saison des pluies semblait enfin s'apaiser, Julien décida de sortir pour s'aérer l'esprit. Il erra sans but dans les rues du plateau, les écouteurs sur les oreilles diffusant du vieux Alpha Blondie pour calmer ses nerfs. Il passa devant la pâtisserie du Soleil, par hasard, ou peut-être pas. À travers la vitre, il les vit. Adeline riait, la tête légèrement penchée vers Laurent qui lui racontait quelque chose en gesticulant. Leurs mains se touchaient sur la table. Julien s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Il recula dans l'ombre d'un arbre, le cœur battant à tout rompre. Il resta là 10 minutes, à les observer. Adeline leva les yeux, croisa un instant le regard de Laurent, et sourit, un sourire qu'il ne lui avait plus vu depuis des mois. Julien sentit une rage sourde monter en lui, mêlée à une douleur aiguë. Il se retourna et s'éloigna rapidement, les poings serrés. Ce soir-là, il l'appela. Elle décrocha après la 4e sonnerie. « Adeline. J'ai vu. » « Vu quoi ? Toi. Avec lui. À la pâtisserie. Tu te fous de moi ? » Sa voix tremblait de colère contenue. Adeline ferma les yeux, assise sur son lit. Sophie était sortie faire des courses. Elle prit une grande inspiration. « Julien, c'est fini entre nous. » Il y eut un silence interminable. « Fini ? Tu me largues par téléphone après tout ce qu'on a vécu ? Parce qu'un riche t'a fait les yeux doux ? Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de nous. Tu me surveilles, tu me contrôles, tu me fais peur parfois. J'étouffe, Julien. J'ai besoin de respirer. Tu as besoin d'argent, tu veux dire. Ta mère t'a mis ça dans la tête. Mais moi, je t'aime vraiment. Lui, il veut juste te baiser et te jeter. Arrête. C'est toi qui deviens méchant maintenant. Méchant ? C'est toi qui me trahis. Il hurla presque. Adeline sentit les larmes monter. Je ne te trahis pas. Je te libère. Et je me libère. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Elle raccrocha. Son téléphone vibra immédiatement. Appel, message, photo d'eux deux prises à l'université, à la plage, dans sa chambre. Puis un message vocal, tu vas regretter. Je te jure, tu vas regretter. Adeline bloqua son numéro. Mais le blocage ne bloquait pas la peur qui s'installait au creux de son ventre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensa à son père, à ce journal caché. Le lendemain, elle le ressortit et relut la page sur le jeune Quadio. Elle décida d'appeler l'oncle Kofi. « Tonton, tu te souviens de ce que tu m'as dit sur Julien ? Sur Brou ? Oui, ma fille. Pourquoi ? Est-ce que Julien aurait pu être impliqué dans l'accident de papa ? Même de loin ? » Kofi marqua une pause. « Je n'ai pas de preuves. Mais Brou haïssait ton père. Il a essayé de racheter ses plantations à bas prix après la crise. Julien travaillait chez lui comme apprenti programmeur pour leur compte. Il a pu entendre des choses, voir des choses. Ou pire. Mais ce ne sont que des rumeurs de village, Adeline. Ne te mets pas en danger pour ça. » Adeline raccrocha, le cœur lourd. Était-ce possible ? Julien, son Julien, capable de ça ? Ou était-ce seulement la paranoïa qui la rongeait ? Pendant ce temps, Julien rentra chez lui, un petit studio à Yopougon. Il ouvrit une bouteille de whisky bon marché, but directement au goulot. Assis par terre, dos au mur, il fixa les photos d'Adeline sur son téléphone. Puis il ouvrit son ordinateur portable. Dans un dossier caché, il y avait la vidéo, eux deux, dans une chambre d'hôtel à Grand-Bassam, il y a un an. Il l'avait filmée sans lui dire, pour le souvenir, avait-il prétendu quand elle l'avait découvert plus tard. Elle avait ri, gênée, mais n'avait pas insisté. Ce soir-là, il l'a relue plusieurs fois. Chaque image ravivait la douleur et la rage. Il murmura dans le noir. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Il commença à boire plus fort, jour après jour. Au maquis du quartier, les amis le voyaient arriver, les yeux rouges, et secouaient la tête. « Julien est en train de se perdre, » disait-il. De son côté, Adeline et Laurent avançaient. Un soir, il l'emmena dîner chez lui, une villa moderne à Cocody Riviera, avec piscine et vue sur la ville. Il cuisina lui-même un poulet braisé aux ignames, accompagné d'un vin français.
Après le repas, sur la terrasse, il s'agenouilla. « Adeline Dri, je sais qu'on se connaît depuis peu. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Veux-tu m'épouser ?» Il sortit une bague simple, en or blanc, avec un petit diamant qui scintillait sous les lumières de la ville. Adeline pleura. De joie, de peur, de soulagement. Elle dit oui. Ils s'embrassèrent longuement, sous les étoiles d'Abidjan. Mais au même moment, à Yopougon, Julien reçut un message d'un ami commun, félicitations à Adeline et son riche ingénieur. Ils vont se marier. Il fixa l'écran. Puis il éclata d'un rire amer, presque fou. On va voir ça. Il ouvrit à nouveau la vidéo. Cette fois, il commença à rédiger un message anonyme. Le chantage n'était plus une idée. C'était devenu un plan. Dehors, la nuit enveloppait Abidjan d'un voile épais. Les lumières de la ville brillaient, mais dans l'ombre, des tempêtes se préparaient. Les semaines qui suivirent la demande en mariage de Laurent furent un tourbillon de joie et de préparatifs. Adeline flottait sur un nuage. Laurent l'avait présentée à sa famille lors d'un dîner discret à la villa de Riviera. Sa mère, une femme élégante originaire de Corogo, avait serré Adeline dans ses bras en disant « Ma fille, tu rends mon fils heureux. C'est tout ce qui compte. » Même Sophie Yao, d'abord méfiante devant tant de richesses soudaines, s'était adoucie. Elle avait commencé à rêver à voix haute d'une réception somptueuse, avec des toiles de tente blanche, des fleurs d'hibiscus et un orchestre qui jouerait du coupé-décalé revisité. Laurent, lui, était parfait. Il avait réservé une date à la mairie du Plateau pour décembre, juste avant Noël, et avait déjà contacté un traiteur pour un menu ivoirien revisité. Attiéké sauce claire, poulet braisé, aloko croustillant, et même un plat de poisson braisé au feu de bois. Il avait offert à Adeline une robe de mariée sur mesure chez une couturière de Marcory. Un modèle en dentelle ivoirienne blanche, avec des broderies en fil d'or inspirées des pagnes traditionnelles. Adeline l'avait essayé une première fois dans l'atelier, les larmes aux yeux, devant Sophie et Camille. « Tu ressembles à une reine, ma chérie », avait murmuré Sophie, la voix tremblante d'émotion. Camille, toujours pragmatique, avait ajouté en riant, « et riche en plus. Attention à ne pas t'habituer trop vite, hein ?» Adeline avait ri, mais au fond d'elle, une petite voix persistait, « Julien. » Depuis la rupture, il avait disparu des radars. Pas d'appel, pas de message. Elle avait cru, naïvement, qu'il avait accepté. Qu'il avait tourné la page. Elle s'était même autorisée à espérer que le passé était enterré. Jusqu'à ce vendredi après-midi. Elle était seule dans la chambre, en train d'admirer à nouveau la robe accrochée au mur. Sophie était au marché avec Camille pour choisir les tissus des nappes et des rideaux de la réception. Le téléphone d'Adeline vibra sur la table de nuit. Un numéro inconnu. Elle décrocha, pensant à un fournisseur. Une voix rauque, méconnaissable au premier abord, résonna. « Tu croyais que j'allais disparaître, hein ?» Adeline sentit le sang se glacer dans ses veines. « Julien. Ouvre WhatsApp. Regarde ce que je t'envoie. » Elle obéit, les doigts tremblants. Une vidéo apparut, 30 secondes d'images intimes, filmées dans une chambre d'hôtel à Grand-Bassam, il y a plus d'1 an. Elle et Julien, nus, riant, s'embrassant, faisant l'amour. Elle se souvenait vaguement qu'il avait sorti son téléphone ce soir-là, pour immortaliser notre moment, avait-il dit en riant. Elle avait protesté faiblement, puis s'était laissée faire, pensant que c'était innocent. Elle n'avait jamais imaginé qu'il garderait ça. Le message qui suivait était glacial. « Si tu ne veux pas que cette vidéo circule sur tous les groupes WhatsApp d'Abidjan, sur Facebook, sur TikTok, et même chez ta belle famille et ton futur mari, rencontre-moi ce soir à 21h au Maquis, le coin tranquille à Trècheville. Seul endroit où on se voyait avant. Viens seule. » Adeline sentit le sol se dérober. Elle s'assit sur le lit, la robe de mariée toujours devant elle comme une accusation muette. Elle essaya de respirer, mais l'air refusait d'entrer. Des larmes coulèrent sans bruit. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment avait-elle pu laisser cet homme filmer ça? Elle pensa à appeler Laurent, à tout lui avouer. Mais la honte la paralysa. Et si Laurent la quittait? Et si sa mère apprenait? La réputation de la famille Dri, si chère à Henri, serait détruite. Non. Elle devait régler ça seule. À 20h30, elle prétexta une migraine auprès de Sophie et Camille, qui étaient rentrées chargées de tissus et de fleurs artificielles. « Je vais me reposer. Demain, on continue les préparatifs. » Sophie fronça les sourcils, mais n'insista pas. Adeline prit un taxi pour Trècheville. Le Maquis, le coin tranquille, était un endroit discret, caché derrière une ruelle, avec des tables en bois sous des ampoules nues et une sono qui diffusait du vieux ouglou en sourdine. Julien était déjà là, assis au fond, devant 3 bouteilles de flaque vide. Ses yeux étaient rouges,
ses dreadlocks en bataille. Il avait maigri, vieilli en quelques semaines. Il la vit arriver et esquissa un sourire amer. « Assieds-toi, ma reine. Tu es venue. C'est bien. » Adeline s'assit en face de lui, les mains crispées sur son sac. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ? » ?»« Ce que j'ai toujours voulu. Toi. Mais puisque tu préfères l'argent et le luxe, annule ton mariage. Reviens avec moi. On recommence. Je trouverai du travail, je te jure. Je t'aime, Adeline. Plus que lui. » Elle secoua la tête, la voix tremblante. « C'est impossible. J'aime Laurent. Et je ne peux pas tout annuler comme ça. Alors paye-moi. 1 million de francs CFA. Ton futur mari est riche, non ? Un pont sur le canal de Vridy, ça paie bien. 1 million, et je supprime la vidéo. Devant toi. Et je disparais pour toujours. » Adeline sentit la nausée monter. 1 million. C'était énorme. Elle n'avait pas cet argent. Mais elle pensa aux bijoux de sa grand-mère, un collier en or ciselé et des boucles d'oreilles héritées de la mère d'Henri. Des pièces traditionnelles ivoiriennes, vendues au marché noir d'Adjamé, ça pouvait rapporter gros. D'accord. Mais à une condition. Tu supprimes la vidéo ici, maintenant, et tu sors définitivement de ma vie. Pas de contact, pas de message, rien. Julien sourit, triomphant. Marché conclu. Elle promit de réunir l'argent en 2 jours. Julien but une gorgée de bière directement à la bouteille. 2 jours. Pas plus. Sinon, ta belle robe blanche deviendra virale. Adeline se leva, les jambes flageolantes. Dehors, la nuit de Trècheville bruissait de motos et de rires lointains. Elle marcha jusqu'à un coin sombre et vomit contre un mur. Puis elle appela un taxi pour rentrer. Chez elle, elle fouilla dans le coffret à bijoux de sa mère. Le collier était là, lourd, magnifique. Elle pleura en le tenant. C'était tout ce qu'il restait de sa grand-mère, un symbole de la lignée Ndéheri. Mais pour protéger son mariage, pour protéger la mémoire de son père, elle n'avait pas le choix. Le lendemain, elle se rendit seule au marché d'Adjamé, dans une petite boutique discrète connue pour acheter de l'or sans poser trop de questions. Le bijoutier, un vieil homme aux lunettes épaisses, examina les pièces. « C'est de la bonne qualité. 1 200 000 francs CFA. » Elle accepta. L'argent fut versé en espèces, dans une enveloppe Kraft. Elle se sentit sale, comme si elle trahissait sa propre histoire. Le soir même, elle retrouva Julien au même maquis. Il était déjà ivre. Elle lui tendit l'enveloppe. Il compta, lentement, un sourire aux lèvres. Parfait. Il sortit son téléphone, ouvrit la vidéo, appuya sur « Supprimer ». Puis il montra l'écran, la corbeille, le fichier effacé. « C'est fini, Adeline. Tu es libre. » Elle le regarda un long moment, espérant y voir du regret, de la honte. Mais il n'y avait que de la satisfaction froide. « Ne me recontactez jamais », murmura-t-elle avant de partir. Dans le taxi du retour, elle pleura en silence. Elle avait payé. Elle avait cru que c'était terminé. Mais au fond d'elle, une intuition sombre murmurait, ce n'était que le début. Julien, seul au maquis, rouvrit son ordinateur portable. Il avait fait une copie de la vidéo sur un cloud anonyme. Il sourit dans le noir. 1 million, c'est bien. Mais 4, ce serait mieux. Il but une dernière gorgée et tapa un nouveau message, qu'il n'envoya pas encore. Dehors, Abidjan scintillait, indifférente au drame qui se nouait dans ses quartiers. Les jours suivants furent un mélange étrange de joie feinte et d'angoisse sourde. Adeline souriait devant Sophie et Laurent, participait aux préparatifs avec une énergie presque hystérique, mais la nuit, quand tout le monde dormait, elle fixait le plafond, revivant la scène au maquis de Trècheville. L'argent était parti. La vidéo, du moins en apparence, avait disparu. Julien avait tenu parole, plus de messages, plus d'appels. Pourtant, un vide persistait en elle, comme si elle avait vendu une partie de son âme. Sophie, elle, rayonnait. Elle avait transformé le salon en atelier de mariage. Liste d'invités scotchés au mur, échantillons de tissu wax pour les nappes, photos de gâteaux à étage sur la table basse. Elle avait même contacté un décorateur connu à Cocody, un certain monsieur Yao, aucun lien de parenté, qui proposait des arches fleuries avec des orchidées importées et des guirlandes de lumière LED en forme de cœur. « On va faire une fête digne de ton père, ma chérie », répétait-elle en rangeant des assiettes en porcelaine qu'elle avait gardées pour une occasion pareille. Laurent, de son côté, avançait à grands pas. Il avait réservé 2 billets d'avion pour Assigny, un resort luxueux sur la côte, pour leur lune de miel. Une semaine rien que nous deux, face à l'océan. Pas de chantier, pas de famille, juste toi et moi,
lui avait-il dit un soir au téléphone, sa voix pleine de tendresse. Adéline avait ri, mais son rire sonnait faux. Elle imaginait déjà la plage, les vagues, la liberté, et puis l'image de Julien revenait, comme un fantôme. Un après-midi, alors que Sophie et le décorateur discutaient couleurs, blanc et or, avec des touches de vert pour rappeler les plantations de cacao de Henri, Adéline reçut un appel de Laurent. « Ma chérie, j'ai une surprise. J'ai réservé la salle de réception au restaurant, le Lagoon Bleu, au plateau. Vue sur l'eau, capacité pour 200 personnes. Et j'ai déjà payé la compte. » Adéline sentit son cœur se serrer de gratitude et de culpabilité. Elle murmura un « merci » ému, raccrocha, et alla s'enfermer dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir où elle gardait les restes du coffret à bijoux. Il ne restait plus grand-chose. Une bague en argent ciselé, 2 bracelets en perles de bois précieux, et un petit pendentif en forme de croix que sa grand-mère portait toujours. Pas assez pour 1 million de plus, si jamais Julien revenait. Mais Julien ne revint pas. Pas encore. Le soir même, Laurent l'invita à dîner chez lui. « Viens passer la nuit. J'ai envie de te serrer dans mes bras. » Adéline accepta. Elle avait besoin de sa chaleur, de sa présence rassurante. Elle arriva à la villa de Riviera vers 20h, un petit sac de voyage à la main. Laurent l'accueillit avec un baiser profond, puis la guida vers la terrasse où une table était dressée. Chandelles, vin rouge français, un plateau de fruits de mer et de l'attiéké frais préparé par sa gouvernante. Ils dînèrent en riant, en parlant de l'avenir. Laurent évoqua même l'idée de relancer l'entreprise de cacao de Henri. « J'ai des contacts en Europe. On pourrait moderniser les plantations, exporter directement. Ce serait un bel hommage à ton père. » Adéline sentit les larmes monter. Pour la première fois, quelqu'un voyait en elle non seulement une femme à protéger, mais une partenaire, une héritière d'un legs. Après le dîner, ils firent l'amour doucement, tendrement. Laurent s'endormit vite, un bras autour d'elle. Adéline, elle, resta éveillée. Vers 2h du matin, elle se leva sans bruit. La maison était silencieuse, seulement troublée par le ronronnement de la climatisation. Elle marcha pieds nus jusqu'à la chambre principale, où Laurent rangeait ses affaires personnelles. Dans l'armoire, derrière une pile de chemises impeccablement pliées, elle trouva une petite boîte en velours noir. À l'intérieur, une montre Rolex, des boutons de manchette en or, et surtout, une parure de bijoux pour femme, colliers, bracelets et boucles d'oreilles, en or jaune 18 carats, sertis de diamants discrets mais éclatants. Un cadeau qu'il avait acheté pour elle, sans doute, pour le mariage. Elle les contempla longuement, le cœur battant. Puis, sans réfléchir davantage, elle glissa le collier et le bracelet dans son sac à main. Les boucles, trop visibles, elle les laissa. Elle referma l'armoire, retourna se coucher, et fit semblant de dormir quand Laurent bougea dans son sommeil. Le lendemain matin, elle partit tôt, prétextant un rendez-vous avec Camille. Au marché d'Adjamé, elle trouva le même bijoutier. Il examina les pièces, fronça les sourcils. « C'est du très haut de gamme. Mais, tu es sûre de vouloir vendre ça ? Ça vaut au moins 2,5 millions. » Adéline hocha la tête. Elle prit l'argent en liasse, le cacha dans son sac, et rentra chez elle. Elle passa la journée à aider Sophie pour les listes d'invités, à sourire, à feindre l'excitation. Mais intérieurement, elle se haïssait. Ce soir-là, Laurent l'appela, la voix inquiète. « Ma chérie, tu es partie vite ce matin. Tout va bien ? » « Oui, juste fatiguée. »« Les préparatifs. » Il marqua une pause. « Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. La boîte de bijoux que je gardais pour toi, il manque le collier et le bracelet. J'ai cru que c'était la nouvelle femme de ménage, mais elle jure que non. J'ai même vérifié les caméras de la maison. Rien d'anormal. » Adéline sentit son estomac se nouer. « Peut-être que tu les as mal rangés. » Il rit doucement. « Peut-être. Mais je vais faire attention. Je tiens trop à toi pour laisser des choses disparaître. » Elle raccrocha, tremblante. Laurent n'avait pas encore compris. Mais il se posait des questions. 2 jours plus tard, alors qu'elle aidait Sophie à choisir les fleurs, des lys blancs et des roses rouges, son téléphone vibra. Numéro masqué. Un message. J'ai changé d'avis. 4 millions. Sinon, la vidéo va directement à ta belle famille et à Laurent. Et j'ai gardé une copie, au cas où tu croirais que c'était fini. Tu as jusqu'à demain soir. Même lieu. Adéline lâcha le vase qu'elle tenait. Il se brisa au sol dans un fracas de verre. Sophie accourut. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?»« Rien, juste maladroite. » Mais ses mains tremblaient. Elle savait ce qu'elle devait faire. Une nouvelle nuit chez Laurent. Une nouvelle trahison.
Cette nuit-là, elle se rendit à Riviera, le cœur lourd. Laurent l'accueillit avec un sourire, l'embrassa, lui prépara un bain chaud. Ils parlèrent du mariage, de l'avenir. Puis, quand il s'endormit, elle se leva à nouveau. Cette fois, elle fut plus prudente. Elle prit seulement une paire de boucles d'oreilles en diamant et une chaîne fine en or blanc. Pas trop visible. Elle les glissa dans son sac, referma l'armoire, et retourna se coucher. Mais Laurent ne dormait pas vraiment. Allongé dans le noir, les yeux ouverts, il l'avait entendu se lever. Il l'avait suivi du regard jusqu'à l'armoire. Il n'avait rien dit. Pas encore. Il attendit qu'elle se rendorme, puis se leva à son tour. Il ouvrit l'armoire, constata les disparitions. Son visage se durcit. Il prit son téléphone, activa une application de surveillance. Dans sa chambre, discrètement installée la veille après la première disparition, une petite caméra sans fil filmait tout. Il visionna l'enregistrement en accéléré. Adeline, en nuisette, ouvrant l'armoire, prenant les bijoux, refermant avec soin. Il éteignit l'écran, le cœur serré. Il ne comprenait pas. Pourquoi? Pour l'argent? Pour quelqu'un d'autre? Il décida d'attendre. De voir jusqu'où elle irait. Dehors, la nuit d'Abidjan était calme. Mais dans la villa, les ombres s'allongeaient. Laurent se recoucha, feignant le sommeil. Demain, il poserait des questions. Et cette fois, il exigerait la vérité. Adeline, elle, dormait d'un sommeil agité, ignorant que le piège qu'elle tendait à Julien se refermait lentement sur elle. La nouvelle demande de Julien arriva comme un coup de poignard dans le dos. 4 millions de francs CFA. Le chiffre tournait en boucle dans la tête d'Adeline, tandis qu'elle rangeait les échantillons de tissu que Sophie avait laissés sur la table du salon. 4 millions. C'était plus que ce qu'elle avait jamais imaginé devoir payer pour son silence. Elle avait déjà sacrifié les bijoux de sa grand-mère. Maintenant, elle s'apprêtait à voler encore, à trahir Laurent une deuxième fois. Chaque respiration lui semblait plus lourde que la précédente. Ce soir-là, elle prétexta une migraine pour rester seule à la maison. Sophie partit rendre visite à une tante à Marcory, emportant avec elle la liste des invités et un enthousiasme qui faisait mal au cœur d'Adeline. Une fois la porte fermée, elle s'assit sur le canapé, le téléphone à la main. Le message de Julien était clair. Demain soir, même maquis. 4 millions cash. Sinon, la vidéo part chez Bamba et sa famille. Et j'ai toujours la copie. Ne joue pas avec moi, Adeline. Elle relut les mots plusieurs fois, espérant qu'il change. Puis elle appela Camille. Sa meilleure amie décrocha à la deuxième sonnerie. Adeline? Tu as une voix bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il est revenu. Julien. Il veut 4 millions maintenant. Il menace d'envoyer la vidéo à Laurent et à sa famille. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Mon Dieu. Tu as payé la première fois? Oui. Avec les bijoux de grand-mère. Et? J'ai volé chez Laurent pour le reste. Camille jura à voix basse. Adeline, arrête tout ça. Va voir la police. Serge Gbaka, tu te souviens? Mon cousin qui est commissaire à la PJ de Cocody. Il est discret, il te protégera. Julien ne peut pas continuer comme ça, c'est du chantage pur et dur. Non, cria presque Adeline. Pas la police. Si ça sort, c'est fini pour moi. Pour le mariage. Pour la réputation de maman. Pour tout. Je vais payer encore une fois. Après, il arrêtera. Il a promis la dernière fois. Il a promis? Et tu le crois? Ma chérie, les gens comme lui ne s'arrêtent jamais. Ils sentent la peur, et ils reviennent pour plus. Adeline raccrocha, les larmes coulant sans bruit. Camille avait raison, mais elle ne pouvait pas l'admettre. Pas encore. Elle envoya un message à Laurent, « Je passe la nuit chez toi ce soir. J'ai besoin de toi. » Il répondit presque immédiatement, « Bien sûr, ma lumière. Je t'attends. » Elle arriva à Riviera vers 21h. Laurent l'accueillit avec un baiser doux, un dîner léger, salade d'avocat et crevettes grillées, et une playlist de vieux morceaux d'Alpha Blondy en fond sonore. Ils parlèrent du mariage, des invités, de la lune de miel. Laurent était détendu, confiant. Il ne mentionna pas les bijoux disparus. Peut-être avait-il décidé d'oublier, ou peut-être attendait-il le bon moment. Adeline se força à sourire, à rire, à se blottir contre lui quand il allèrent se coucher. Vers 3 heures du matin, quand la respiration de Laurent devint régulière et profonde, elle se leva. Le cœur battant, elle marcha jusqu'à l'armoire. Cette fois, elle choisit plus petit. Une montre en or pour homme qu'il portait rarement, une chaîne en platine avec un pendentif en diamant, et 2 bagues qu'elle savait valoir cher. Elle les glissa dans une pochette en tissu qu'elle avait apportée exprès.
Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber la montre. Elle referma l'armoire, retourna au lit. Mais au moment de s'allonger, quelque chose la retint. Une petite lumière rouge clignotait discrètement au coin de la chambre, près du plafond. Une caméra? Son sang se glaça. Laurent avait installé une surveillance. Il savait. Ou du moins, il soupçonnait. La panique la submergea. Elle ne pouvait plus vendre ses bijoux. Pas maintenant. Elle les remit en place, les doigts engourdis, et se recoucha. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, Laurent se leva tôt pour un chantier. Il l'embrassa sur le front avant de partir. « Reste autant que tu veux, ma chérie. Je rentre tard ce soir. » Dès qu'il fut parti, Adeline prit les bijoux qu'elle avait failli voler et les remit exactement où ils étaient. Elle s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Sa conscience hurlait. Elle ne pouvait plus continuer. Elle ne pouvait plus trahir l'homme qui l'aimait vraiment. Elle rentra chez elle en taxi, l'esprit en feu. Sophie était sortie pour une réunion avec le traiteur. Adeline s'enferma dans sa chambre, prit une douche brûlante comme pour se laver de toute cette souillure. Puis elle s'assit devant son miroir et se regarda longuement. Elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle voyait, des cernes profonds, un regard hanté. Elle décida, elle allait rendre les bijoux qu'elle avait déjà pris. Au moins ça. Elle emballa le collier, le bracelet et les boucles dans du papier cadeau, écrivit une note, « Je t'expliquerai tout bientôt. Pardonne-moi. » Puis elle prit un taxi pour Riviera. Laurent n'était pas là. Elle entra avec la clé qu'il lui avait donnée, déposa le paquet sur la table de chevet de la chambre, et repartit sans un bruit. De retour à Cocody, elle se sentit un peu plus légère. Pas libérée, mais moins sale. Mais le répit fut de courte durée. Vers 18 heures, alors qu'elle aidait Sophie à plier du linge, son téléphone sonna. Laurent. Elle décrocha, la gorge nouée. Adeline. Viens chez moi. Tout de suite. Sa voix était calme, mais froide. Trop froide. Elle arriva à Riviera le cœur au bord des lèvres. Laurent l'attendait dans le salon, assis sur le canapé, un verre de whisky à la main. Devant lui, sur la table basse, le paquet qu'elle avait laissé, ouvert. Les bijoux étaient là, intacts. « Assieds-toi », dit-il simplement. Elle obéit, les jambes tremblantes. Il prit la télécommande, alluma la télévision. Un écran apparut, des images en noir et blanc, nettes. La caméra de surveillance. Elle, la nuit précédente, ouvrant l'armoire, hésitant, puis remettant les bijoux. Et avant, la première fois, où elle les prenait. La première disparition, j'ai cru à un vol par la femme de ménage. Je l'ai renvoyé. Puis j'ai installé ça. Et je t'ai vu, Adeline. 2 fois. Elle voulut parler, mais il leva la main. Attends. Ce n'est pas tout. Il ouvrit son téléphone, tourna l'écran vers elle. Une vidéo. La même que celle de Julien. Eux deux, à l'hôtel de Grand Bassam. Envoyée anonymement, avec un message « Demande à ta future femme ce qu'elle cache ». Adeline sentit le monde s'effondrer. Depuis le début, tu me trompais avec lui? Et en plus, tu me volais? Les larmes coulèrent sans retenue. Non. Laurent, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Julien, il me fait chanter. Avec cette vidéo. Il veut de l'argent. J'ai payé une fois, avec mes propres bijoux. Puis j'ai volé pour payer encore. Mais j'ai arrêté. J'ai tout rendu. Je voulais te protéger, protéger le mariage. Me protéger? En me volant? En me mentant? Sa voix montait, tremblante de colère et de douleur. Sors de ma maison, Adeline. Tout de suite. Elle se leva, les jambes en coton. À la porte, elle se retourna. Je t'aime, Laurent. Je suis désolée. Il ne répondit pas. Il fixait seulement son verre. Dehors, la nuit tombait sur Abidjan. Adeline marcha sans but dans les rues de Riviera, les larmes brouillant sa vue. Son téléphone vibra, Julien, encore. Alors? L'argent? Elle ne répondit pas. Elle bloqua le numéro. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Laurent l'avait chassée. Julien n'avait pas eu son argent. Et maintenant, la vidéo était entre les mains de l'homme qu'elle aimait. Elle rentra chez elle, s'effondra sur son lit. Sophie n'était pas encore rentrée. Dans le silence, elle murmura. « Papa, qu'est-ce que j'ai fait ?» Dehors, les lumières de la ville brillaient, indifférentes. Mais dans son cœur, tout s'éteignait. Adeline rentra chez elle comme une ombre. La maison à Cocody était silencieuse. Sophie était encore chez le traiteur pour finaliser le menu du mariage qui n'aurait peut-être jamais lieu. Elle s'assit sur le lit, le téléphone à la main,
fixant l'écran noir. Laurent l'avait chassé. Julien avait gagné. La vidéo était entre les mains de l'homme qu'elle aimait, et bientôt, peut-être, entre celles de sa famille entière. Elle se sentait vide, comme si on lui avait arraché le cœur. Mais au milieu de cette détresse, une étincelle de rage s'alluma. Julien avait joué avec sa vie, avec ses peurs, avec son amour. Il avait transformé leur histoire en armes. Et maintenant, il croyait avoir gagné. Adeline serra les poings. Non, pas comme ça. Elle prit une grande inspiration, ouvrit son téléphone et débloqua le numéro de Julien. Elle tapa un message simple. Tu as gagné. Tout est fini avec Laurent. Reviens. On recommence. Viens ce soir à la maison. On fête ça. La réponse arriva en moins d'1 minute. Vraiment? Tu ne mens pas? Non. Je suis fatiguée de lutter. Viens. Apporte du vin. Elle ajouta un emoji cœur, pour faire bonne mesure. Puis elle rangea le téléphone et se leva. Elle alla dans la cuisine, ouvrit le placard où Sophie gardait les herbes et les remèdes traditionnels. Parmi les bocaux d'écorce et de feuilles séchées, elle trouva ce qu'elle cherchait, un petit sachet de poudre blanche, un mélange d'herbes que sa grand-mère utilisait autrefois pour calmer les nerfs trop agités. Sophie l'avait toujours gardé, par superstition plus que par besoin. Adeline savait que, en dose forte, ça pouvait endormir profondément, voire plus. Elle n'avait jamais testé. Ce soir, elle allait le faire. Elle prépara 2 verres d'eau fraîche. Dans l'un, elle versa une généreuse pincée de la poudre, remua jusqu'à dissolution complète. L'eau resta claire, inodore. Parfait. Puis elle attendit. Vers 21h, la sonnette retentit. Julien était là, une bouteille de whisky bon marché à la main, les yeux brillants d'excitation et d'alcool déjà ingurgités. Il portait un t-shirt froissé, ses dreadlocks en désordre, mais son sourire était triomphant. « Ma reine, tu m'as manqué. » Il entra sans attendre d'invitation, l'embrassa sur la bouche. Adeline se força à répondre, passa ses bras autour de son cou, feignant la passion. Elle le guida vers la chambre, alluma une petite lampe tamisée pour créer une ambiance. « Assieds-toi. Je vais nous chercher à boire. » Dans la cuisine, elle prit les 2 verres. Le sien, normal. Le sien à lui, empoisonné. Elle revint, s'assit sur le lit à côté de lui tendit le verre. À nous. À notre nouveau départ. Julien trinqua, but une grande gorgée. Puis une autre. Il posa le verre sur la table de nuit, l'attira contre lui. Tu sais, j'ai jamais voulu te faire du mal. Juste, te garder. Adeline caressa son visage, murmura. Je sais. Moi aussi, j'ai été bête. Ils commencèrent à s'embrasser. Julien glissa ses mains sous son haut. Elle le laissa faire, attendant. Quelques minutes plus tard, il toussa légèrement. Ma gorge, elle gratte un peu. Il but encore une gorgée d'eau. Puis une autre. Soudain, il porta la main à sa poitrine, toussa plus fort. Qu'est-ce que... Ses yeux s'écarquillèrent. Il essaya de se lever, chancela. Ses jambes flageolèrent. Il tomba à genoux, haletant. Adeline se leva calmement. Elle le regarda lutter pour respirer. Tu as voulu jouer avec ma vie, Julien. Tu as cru que tu pouvais me détruire et me reprendre après? Il leva les yeux vers elle, paniqué. Adeline, qu'est-ce que tu as mis? Elle prit une corde à linge qu'elle avait préparée dans le tiroir de la commode, fine, solide. Elle l'attacha d'abord les poignets derrière le dos, puis les chevilles. Julien se débattait faiblement, mais la poudre faisait effet. Il marmonnait, la voix pâteuse. Tu vas le regretter. Non. C'est toi qui regrettes maintenant. Elle le laissa là, attaché au pied du lit, et prit son téléphone. Elle composa le numéro de Laurent. Il ne décrocha pas la première fois. Ni la deuxième. À la 4e, il répondit enfin, la voix glaciale. Qu'est-ce que tu veux, Adeline? Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Laurent, s'il te plaît. Viens chez moi. Tout de suite. Il est là. Julien. Il est attaché dans ma chambre. Je vais tout expliquer. 5 minutes. Juste 5 minutes. Après, tu pourras partir pour toujours si tu veux. Un long silence. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'aimes encore. Et parce que tu mérites la vérité. Il raccrocha. Adeline attendit, le cœur battant. Julien gémissait par terre, essayant de se libérer. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Laurent entra, le visage fermé, les poings serrés. Il portait encore sa chemise de chantier, tachée de poussière.
Parle. Tu as 5 minutes. Adéline le guida jusqu'à la chambre. Julien était là, attaché, faible, les yeux vitreux. Laurent s'arrêta net. C'est lui. Adéline hocha la tête. Oui. C'est à cause de lui que j'ai volé. Il me chantait avec la vidéo. Il voulait de l'argent. De plus en plus. J'ai payé une fois. Puis une deuxième. J'ai volé pour le faire taire. Mais j'ai arrêté. J'ai tout rendu. Et ce soir, je l'ai piégé. Pour que tu vois. Pour que tu saches. Julien releva la tête, la voix rauque. Elle ment. Elle m'aime encore. Elle m'appartient. Laurent s'approcha, le regarda avec dégoût. Tu appartiens à personne. Et tu vas payer pour tout ça. Julien ricana faiblement. Tu crois que c'est fini? J'ai envoyé la vidéo à ta mère. Elle doit être en train de la regarder en ce moment. Laurent blêmit. Adéline sentit le sol trembler sous elle. Mais Laurent ne bougea pas. Il se tourna vers Adéline. Pourquoi tu ne m'as rien dit dès le début? J'avais honte. Peur de te perdre. Peur pour la réputation de ma famille. Pour la mémoire de papa. Laurent ferma les yeux un instant. Puis il s'agenouilla près de Julien, le fixa. Tu as détruit sa vie. La mienne. Et pourquoi? De la jalousie? De l'orgueil? Julien toussa, cracha. Elle est à moi. Depuis toujours. Soudain, avec une force inattendue, il se débattit. La corde lâcha légèrement, mal serrée par Adéline dans sa précipitation. Il se libéra une main, plongea vers la table de nuit, attrapa un couteau de cuisine qu'Adéline avait laissé là par mégarde. Il se releva d'un bond chancelant, le couteau pointé. Si elle ne veut pas de moi, personne ne l'aura. Il se rua vers Adéline. Laurent s'interposa, le plaqua contre le mur. Les deux hommes luttèrent. Julien, affaibli par la drogue, mais dopé par la rage, donnait des coups de couteau à l'aveugle. Laurent esquivait, frappait, essayait de le désarmer. Adéline cria. « Arrêtez !» Mais Julien prenait le dessus. Il coinça Laurent contre le mur, le couteau près de la gorge. « Tu vas crever, riche con !» Adéline, paniquée, attrapa le pilon en bois posé près du mortier dans la cuisine adjacente, celui que Sophie utilisait pour le foutou. Elle revint en courant, leva le bras et frappa de toutes ses forces sur la tempe de Julien. Un bruit sourd. Julien vacilla, lâcha le couteau. Ses yeux se révulsèrent. Il s'effondra comme une masse, inerte. Le silence tomba, lourd, irréel. Laurent toucha le cou de Julien. Pas de pouls. Il est mort. Adéline lâcha le pilon. Il tomba avec un bruit mat. Qu'est-ce qu'on fait? Laurent la regarda, le visage durci par le choc. On ne peut pas appeler la police. Pas maintenant. Pas avec la vidéo, les vols, tout ça. On va l'emmener loin. Dans la forêt vers Bingerville. On l'enterre. Et on oublie. Adéline hocha la tête, hébétée. Ils enveloppèrent le corps dans une bâche trouvée dans le garage, le chargèrent dans le coffre de la voiture de Laurent. Ils roulèrent en silence dans la nuit d'Abidjan, sortirent de la ville, prirent une piste boueuse menant à une forêt dense. Là, sous la lune, ils creusèrent un trou profond avec des pelles prises dans le coffre. Quand ce fut fini, ils rebouchèrent, effacèrent les traces. Julien disparut dans la terre. Sur le chemin du retour, Laurent posa une main sur la sienne. C'est fini, Adéline. Mais on ne pourra plus jamais être comme avant. Elle pleura sans bruit. Chez elle, elle se lava longuement, comme pour effacer le sang invisible. Laurent repartit sans un mot de plus. Le lendemain matin, Sophie rentra, joyeuse. Ma fille, le traiteur a confirmé. Tout est prêt pour décembre. Adéline sourit faiblement. Oui, maman. Tout est prêt. Mais dans son cœur, elle savait, rien ne serait plus jamais prêt. Et quelque part, dans la forêt, un secret attendait d'être découvert. La nuit qui suivit l'enterrement fut la plus longue de la vie d'Adéline. Elle rentra seule à Cocody, Laurent ayant insisté pour la laisser tranquille. J'ai besoin de réfléchir, avait-il murmuré avant de repartir dans sa voiture, les phares balayant la rue comme deux yeux accusateurs. Elle entra dans la maison vide, ferma la porte à clé, et s'effondra sur le sol du salon. Le silence était assourdissant. Pas de musique, pas de rire de Sophie, pas même le bruit de la pluie. Juste le tic-tac de l'horloge murale et le battement affolé de son propre cœur. Elle resta là des heures, recroquevillée, revivant chaque seconde. Le pilon qui s'abattait sur la tempe de Julien, le bruit sourd, le corps qui s'effondrait. Elle avait tué un homme. Pas par accident. Par choix.
Pour sauver Laurent. Pour sauver ce qu'il restait de sa vie. Mais à quel prix? Elle pensa à son père, à ses leçons de droiture, à ses mises en garde contre les mauvais choix. Henri Déhéry aurait eu honte. Ou peut-être aurait-il compris. Les pères comprennent parfois ce que les filles n'osent pas avouer. Vers 4 heures du matin, elle se leva, alla dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, gonflés, son visage marqué par la fatigue et la culpabilité. Elle se lava les mains longuement, comme si le sang de Julien pouvait encore y coller. Puis elle prit son téléphone. Pas de message de Laurent. Pas d'appel manqué. Rien. Elle tapa un texto qu'elle n'envoya pas, « Je t'aime. Pardonne-moi ». Elle l'effaça. Le lendemain matin, Sophie rentra tôt, les bras chargés de sacs du marché. Elle trouva Adéline assise à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant elle. « Ma fille, tu as une tête de déterrée. Le mariage te stresse tant que ça ?» Adéline força un sourire. « Oui, maman. C'est beaucoup. Mais tout ira bien. » Sophie posa les sacs, s'approcha et caressa ses cheveux. « Ton père serait fier. Tu vas épouser un homme bien. Et la fête sera belle. J'ai déjà commandé les boissons, du palm wine du village, de la flague, et même du champagne pour les invités importants. » Adéline hocha la tête, la gorge nouée. Le mariage. Il semblait si lointain maintenant, presque irréel. Laurent appela en fin de matinée. Sa voix était neutre, professionnelle. « On doit parler. Chez moi. Ce soir. 20 heures. » Adéline accepta sans discuter. Elle arriva à Riviera à l'heure dite. Laurent l'attendait sur la terrasse, un verre de whisky à la main. Il ne se leva pas pour l'embrasser. Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « J'ai réfléchi toute la nuit. Et une partie de la journée. » Il marqua une pause, fixa le lagoon au loin où les lumières des bateaux dansaient. « Ce que tu as fait, c'était pour nous protéger. Je le sais. Mais tu m'as menti. Tu m'as volé. Tu as laissé un homme te faire chanter sans rien me dire. Et hier soir, tu l'as tué. Devant moi. Avec un pilon. » Adéline baissa les yeux. « Je n'avais pas le choix. Il allait te tuer. Peut-être. Mais on avait d'autres choix. La police. Fuir. Parler. Au lieu de ça, on a enterré un corps dans la forêt. On est devenus des criminels, Adéline. » Elle releva la tête, les larmes aux yeux. « Et maintenant, tu veux annuler le mariage? Me dénoncer ?» Laurent soupira. « Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose, je t'aime toujours. Malgré tout. Et c'est ça qui me fait le plus mal. » Il se leva, marcha jusqu'à la rambarde. « On va attendre. On va voir si quelqu'un cherche Julien. S'il y a une enquête. Si rien ne sort dans les semaines qui viennent, on pourra peut-être recommencer. Pas comme avant. Mais autrement. Plus honnêtement. » Adéline se leva à son tour, s'approcha de lui. « Merci. » Il ne la toucha pas. Pas encore. Les jours suivants furent une attente tendue. Adéline reprit les préparatifs avec Sophie, comme si de rien n'était. Elle souriait aux couturières, choisissait les fleurs, validait le menu. Mais chaque fois que son téléphone vibrait, elle sursautait. Chaque voiture qui ralentissait devant la maison la faisait paniquer. Une semaine passa. Puis 2. Rien dans les journaux. Pas de police à la porte. Julien vivait seul à Yopougon. Ses voisins commencèrent à remarquer son absence. Un soir, Adéline surprit une conversation sur un groupe WhatsApp du quartier. Le gars du studio 12 n'est plus là depuis des jours. Sa moto est toujours garée. Quelqu'un l'a vu? Elle montra le message à Laurent lors d'un rendez-vous discret dans un café du plateau. Ils vont finir par signaler sa disparition. Laurent hocha la tête. C'est normal. Mais sans corps, sans preuve, l'enquête s'arrêtera vite. Surtout si personne ne le cherche vraiment. Pourtant, la tension montait. Adéline dormait mal. Elle rêvait de Julien, de ses yeux vitreux, du pilon qui s'abattait. Elle se réveillait en sueur, criant parfois. Un soir, alors qu'elle aidait Sophie à emballer les dragées pour les invités, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha, le cœur battant. Une voix d'homme, officielle. Mademoiselle Déhéry, commissaire Serge Gbaka, PJ de Cocody. Nous enquêtons sur la disparition d'un certain Julien Quadio. Votre nom apparaît dans ses derniers messages et appels. Pouvez-vous passer au commissariat demain matin? Adéline sentit le monde tourner. Oui, bien sûr. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Sophie la regarda. Qui c'était? Un ami de Camille.
Rien d'important. Mais elle savait. Serge était le cousin de Camille. Il avait dû être saisi de l'affaire. Et maintenant, il la cherchait. Elle appela Laurent immédiatement. La police. Ils veulent me voir. À cause de Julien. Laurent resta silencieux un long moment. Ne panique pas. On va y aller ensemble. On dira la vérité. Une version de la vérité. Qu'il te harcelait, que tu as rompu, que tu ne sais pas où il est. Pas plus. Adeline accepta. Mais au fond d'elle, elle savait que le mensonge allait s'effilocher. Le lendemain matin, ils se rendirent au commissariat de Cocody. Serge Gbaka les reçut dans un bureau exigu, ventilateur au plafond grinçant. C'était un homme d'une quarantaine d'années, regard franc, uniforme impeccable. Mademoiselle Ndéhéry. Monsieur Bamba. Merci d'être venu. Il posa des questions simples. Depuis quand connaissait-elle Julien? Quand l'avait-elle vu pour la dernière fois? Avait-il des ennemis? Adeline répondit calmement, la voix tremblante juste ce qu'il fallait. On a rompu il y a plusieurs semaines. Il était possessif. Il m'a harcelé un peu, mais j'ai bloqué son numéro. Je ne sais pas où il est. Serge nota tout, hocha la tête. On a retrouvé sa moto abandonnée. Des voisins disent qu'il buvait beaucoup ces derniers temps. On pense à une fugue ou un accident. Mais on vérifie tout. Il les regarda tour à tour. Si quelque chose vous revient, appelez-moi. Même un détail. Ils sortirent. Laurent serra sa main dans la voiture. On s'en est sorti. Pour l'instant. Mais ce soir-là, alors qu'Adeline rentrait chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Pas d'adresse. À l'intérieur, une photo. Julien et elle, prise à l'hôtel de Grand Bassam. Au dos, écrit à la main, je sais ce qui s'est passé. Rendez-vous demain soir, forêt de Bingerville. Minuit. Seul. Sinon, la police aura plus qu'une disparition à enquêter. Adeline sentit ses jambes fléchir. Quelqu'un savait. Quelqu'un les avait suivis. Ou vus. Elle appela Laurent, paniquée. On est fichu. Quelqu'un sait pour l'enterrement. Laurent arriva en moins de 20 minutes. Ils lurent la note ensemble. On y va, dit-il. Ensemble. On affronte ça. Minuit. La forêt de Bingerville était sombre, seulement éclairée par la lune. Ils garèrent la voiture loin, marchèrent en silence. Au point de rendez-vous, près de l'endroit où ils avaient creusé, une silhouette attendait. C'était un homme maigre, cagoulé. Il s'approcha. Vous avez tué Julien. J'étais son ami. Il m'avait dit qu'il allait te faire chanter, Adeline. J'ai suivi. J'ai vu. Laurent s'avança. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Non. Justice. Je vais à la police demain. À moins que... Il sortit un couteau. Le même geste que Julien. Adeline cria. Laurent bondit. Une lutte brève, violente. L'homme était fort, mais Laurent plus déterminé. Il le désarma, le plaqua au sol. Arrête. Hurla Adeline. Pas encore un mort. L'homme haletait. Vous êtes des monstres. Laurent le regarda. Et toi? Tu veux venger un maître chanteur? L'homme baissa les yeux. Il était mon frère. Pas de sang, mais mon frère. Adeline s'approcha. On a souffert à cause de lui. Mais on ne voulait pas ça. Pars. Oublie. Ou on finit tous en prison. L'homme se releva lentement, ramassa son couteau, et disparut dans l'obscurité. Adeline et Laurent restèrent seuls, tremblants. C'est fini, murmura-t-elle. Laurent la serra contre lui, pour la première fois depuis des jours. Peut-être. Ou peut-être que ça ne finit jamais vraiment. Ils repartirent vers la voiture, main dans la main, sous la lune qui éclairait la forêt comme un témoin silencieux. Les semaines qui suivirent la nuit dans la forêt de Bingerville furent un lent retour à la surface. Adeline et Laurent ne parlaient plus du corps enterré, ni du couteau, ni de l'homme cagoulé qui avait disparu dans l'obscurité. Ils évitaient même de prononcer le nom de Julien. C'était comme si, en le taisant, ils pouvaient l'effacer du monde. Mais les cicatrices restaient, des nuits sans sommeil pour Adeline, des silences prolongés chez Laurent, et une distance nouvelle entre eux, fragile comme une vitre fêlée. Sophie remarqua le changement. Elle voyait sa fille plus pâle, plus distante, et Laurent qui venait moins souvent. « Ma chérie, le mariage approche. Tu devrais sourire plus, » disait-elle en ajustant les derniers détails. Les invitations envoyées, les fleurs commandées, le gâteau à 3 étages déjà en commande chez une pâtissière de Marcory. Adeline hochait la tête, participait mécaniquement, mais son cœur n'y était plus tout à fait. Un soir,
Alors que Sophie rangeait les assiettes après un dîner silencieux, Adeline craqua. Elle s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Sophie s'arrêta, posa le torchon. « Qu'est-ce qui se passe, Adeline ? Tu me fais peur. » Adeline raconta tout. Pas la mort de Julien, pas encore. Mais le chantage, les vols, la vidéo, la rupture avec Laurent, les nuits chez lui pour voler, la confrontation. Elle pleura en parlant, les mots sortant comme un torrent longtemps retenu. Sophie écouta sans l'interrompre, le visage fermé. Quand Adeline eut fini, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec une petite boîte en bois sculpté, un héritage de sa propre mère. « Ton père m'a donné ça avant de mourir. Il disait, si un jour Adeline se perd, montre-lui ça. » À l'intérieur, une lettre manuscrite d'Henrine Déhéry. Adeline l'ouvrit, les doigts tremblants. « Ma fille chérie, si tu lis ceci, c'est que les choses sont devenues difficiles. La vie n'est pas toujours juste, et parfois, on fait des choix qu'on regrette. Mais souviens-toi, les racines d'un cacaoyer sont profondes. Même quand la tempête arrache les branches, il reste la terre qui le nourrit. Reviens à tes racines. L'oncle Kofi t'attend au village. Il sait des choses sur moi, sur nous, que je n'ai jamais dites. Va le voir. Il te guidera. Je t'aime plus que tout. Papa. » Adeline pleura plus fort. Sophie la serra dans ses bras. « Demain, on part pour le village. Ensemble. » Le lendemain, elles prirent un gbaka jusqu'à la gare routière, puis un taxi-brousse vers le centre du pays. Le voyage dura 6 heures, route cahoteuse, poussière rouge, village aux cases en banco. Adeline regardait par la fenêtre, le cœur serré. Elle n'était pas retournée au village depuis l'enterrement de son père. L'oncle Kofi les attendait sous le manguier géant de la cour familiale. Vieil homme aux cheveux blancs, bâton à la main, il les accueillit avec un sourire triste. « Ma nièce, je savais que tu viendrais un jour. » Ils s'assirent autour du feu, sous le ciel étoilé. Kofi raconta, les dettes de l'entreprise de cacao n'étaient pas seulement dues à la chute des prix. Henri avait été victime d'un sabotage discret, des produits chimiques versés dans les sols par des hommes de Brou, le rival. Julien avait été impliqué, pas directement, mais il avait transmis des informations, des codes d'accès aux plantations. Henri l'avait découvert peu avant sa mort. Il n'avait rien dit à Adeline pour la protéger. « Ton père a pardonné à beaucoup de monde. Mais il voulait que tu saches, la vengeance ne guérit pas. Elle pourrit l'âme. » Adeline baissa la tête. « J'ai fait pire, tonton. J'ai tué un homme. » Kofi ne broncha pas. Il posa une main sur son épaule. « Les ancêtres jugent avec clémence ceux qui protègent les leurs. Mais tu dois te purifier. » Le lendemain, ils accomplirent le rituel. Au bord de la rivière sacrée, Kofi versa de l'huile de palme, pria les esprits, fit boire à Adeline une décoction d'herbes amères. Elle s'agenouilla dans l'eau, laissa les courants emporter symboliquement sa faute. Ce n'était pas une absolution légale, mais une paix intérieure. Pour la première fois depuis des mois, elle respira profondément. De retour à Abidjan, elle appela Laurent. Il accepta de la voir, dans un petit maquis discret de cocodis, loin des regards. Ils s'assirent face à face, 2 bières flaques devant eux. « J'ai vu l'oncle Kofi. J'ai appris des choses sur papa. Sur Julien. Je comprends mieux maintenant. » Laurent écouta, hocha la tête. « Et toi ? Tu as réfléchi ? » ?»« Oui. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux plus de mensonges. Si on se marie, ce sera petit. Sans faste. Juste nous, maman, Camille, l'oncle Kofi. Et après, on relancera l'entreprise de cacao. Ensemble. Pas pour l'argent. Pour honorer papa. » Laurent la regarda longuement. Puis il prit sa main. « D'accord. Mais lentement. On reconstruit. Pas à pas. » Le mariage eut lieu en janvier, sous un ciel clair. Pas aux Lagunes Bleues, pas avec 200 invités. Dans une petite chapelle de cocodis, puis dans la cour de la maison familiale. 30 personnes. Famille proche, Camille qui pleurait de joie, Serge Gbaka qui avait fermé l'enquête sur Julien faute de preuves et qui sourit en coin en voyant Adeline. Sophie portait un pagne neuf, rayonnante. L'oncle Kofi officia une bénédiction traditionnelle, versant du vin de palme sur le sol pour les ancêtres. Adeline portait une robe simple, blanche, en dentelle ivoirienne. Laurent, en costume bleu marine, la regardait comme au premier jour. Ils échangèrent les alliances sous le manguier de la cour, au son d'un vieux morceau de zouglou joué par un petit orchestre local. Pas de feu d'artifice, pas de champagne importé. Juste de l'attiéké,
du poulet braisé, des rires et des larmes de joie. Après la fête, ils partirent pour Assigny, comme prévu. Pas une lune de miel de luxe, mais une semaine simple. Plage, promenade, silence complice. Ils parlèrent beaucoup. De leur peur. De leurs fautes. De l'avenir. À leur retour, Laurent investit dans les plantations de cacao. Avec des partenaires sérieux, ils modernisèrent l'exploitation. Irrigation goutte à goutte, certification bio, contrat direct avec des chocolatiers européens. L'entreprise Ndri renaquit, modeste mais solide. Adéline s'occupa de la gestion, forma des jeunes filles du village aux techniques agricoles et commerciales. Elle devint un modèle, comme son père l'avait été. Les mois passèrent. La police classa définitivement la disparition de Julien comme une fugue probable. L'homme cagoulé ne réapparut jamais. Peut-être avait-il choisi le silence, lui aussi. Un soir, 1 an plus tard, Adéline et Laurent étaient assis sur la terrasse de la villa de Riviera. Le lagoon scintillait sous la lune. Adéline posa sa tête sur son épaule. « Tu regrettes ?» Il secoua la tête. « Non, on a payé cher. Mais on est là, ensemble. » Elle sourit, pour de vrai cette fois. Les racines sont profondes. Il l'embrassa doucement. Abidjan continuait de vivre, bruyante, vibrante, impitoyable et généreuse à la fois. Dans cette ville où les rêves naissaient et mouraient chaque jour, Adéline Ndri avait choisi de renaître. Pas intacte, pas innocente, mais plus forte. Avec des cicatrices qui racontaient une histoire, celle d'une femme qui avait traversé l'ombre pour retrouver la lumière. Et quelque part, dans la forêt de Bingerville, la terre gardait son secret. Mais les secrets, parfois, savent se taire.